Bon, 18h30, allons-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui vont prendre en cours de route. On va commencer parce qu'on a pas mal de points à aborder aujourd'hui et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Donc pour ça, on va essayer de se laisser du temps et d'avancer rapidement sur ce qui nous attend, à savoir un webinaire dédié, comme vous le voyez, à la gestion des ressources humaines pour les clubs et les structures. C'est un webinaire qu'on avait déjà fait l'année dernière, qui vous avait bien plu. On avait un petit problème d'enregistrement, donc on n'avait pas pu forcément le diffuser derrière en replay. Là, on va faire en sorte que cette année, ce soit le cas. Donc, l'enregistrement est en cours et comme ça, vous pourrez le retrouver par la suite si vous avez besoin ou si vous souhaitez le diffuser, que ce soit dans le club ou aux personnes concernées. Pour rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous attend aujourd'hui, on l'a détaillé en 7 points. Alors, ça va aller un peu plus vite que ça et on prendra le temps de s'arrêter sur les sujets qui vous concernent et ceux sur lesquels vous avez des questions. Sachant que cette année, je vais le redire, mais on a ouvert les micros et les caméras si jamais vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions à poser, si vous voulez faire des partages d'expériences sur des situations que vous avez vécues, qu'elles soient positives ou négatives, pour qu'on puisse tous échanger là-dessus et avoir différents retours, différents positionnements. Donc, on va prendre le temps de regarder un petit peu les intérêts d'une gestion RH à tous les niveaux, que vous soyez un club encore bénévole ou grandement professionnalisé avec plusieurs salariés dans le club et balayer ensemble les quelques obligations légales qu'on trouvait prioritaires à connaître en tant qu'employeur ou futur employeur, avant de pouvoir justement prendre plus le temps d'échanger sur des cas concrets, des retours d'expérience qu'on a pu rencontrer nous ou que vous avez pu vivre au sein de vos clubs et de vos structures, et de vous montrer quelques outils qu'on peut vous proposer et des ressources à disposition. Si ça vous convient, je propose qu'on avance tout de suite. Et pour ça, je vais laisser la main à Christian Auger, qui est vice-président de la fédération en charge de la formation et de l'emploi. Christian, à toi la parole. Merci Gabriel. Écoutez, moi, je vais être rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce deuxième webinaire de la saison 25-26, mais qui est aussi le premier de la nouvelle année civile 2026. Donc du coup, l'occasion est belle d'en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2026, tant à titre personnel que familial, professionnel, et puis bien évidemment pour l'ensemble des clubs et des structures que vous représentez. Voilà, les meilleurs résultats possibles et une deuxième partie de saison positive et répondant à vos attentes, puisque ça y est, on rentre vraiment là dans la fin de la saison 25-26 déjà. On va rentrer dans les matchs de championnat à enjeu important. Donc voilà, que tout cela se déroule dans les meilleures conditions possibles et dans le meilleur respect possible des différents acteurs. Euh, voilà, je ne fais pas plus long là-dessus. Je remercie donc Gabriel et puis Océane Launay, qui est notre DRH, qui ont préparé ce document, ce support, et qui vont intervenir. Et par contre, je ne sais pas si Nathalie Moreau est présente ou pas. Oui, oui, je suis présente, Ah, Christian. d'accord. Nathalie, je te passe la parole du coup. À toi. Oui, bonjour à toutes et à tous et joyeuse année à vous. Juste pour compléter, puisque tu as déjà bien résumé, Christian, vous dire que ce seront des rendez-vous importants, qu'il faut en parler autour de vous, puisqu'on rencontre régulièrement des structures qui ont quelques problématiques ou en tout cas des questionnements et qui pensent être un peu seules et isolées. J'ai un exemple, moi, dans mon petit département, voilà, d'une petite structure qui se débat actuellement sur des problématiques emploi et qui se sent un peu seule et qui parfois, effectivement, on est un peu seul parce qu'autour de nous, il y a pas grand monde. Il y a du soutien. Voilà, vous pouvez voir avec Gabrielle. Je sais qu'Océane, elle répond aussi énormément, elle accompagne, elle soutient. On a aussi, voilà, tous des services tels que le Cosmos ou autres partenaires qui peuvent aussi aider et accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas
à en parler, à communiquer, à partager. Ce sont des moments importants et qui sont très riches. Et quand on est, voilà, comme nous, des bénévoles, moi je suis bénévole sur une petite structure avec également des salariés et c'est pas toujours évident de pouvoir manager, accompagner, de suivre tous les textes et les lois et de pouvoir également faire que nos salariés s'épanouissent et que nous-mêmes, nous nous épanouissions dans le rôle et la fonction d'employeur. Voilà, je te laisse, Gabriel, continuer et dérouler. Et puis encore merci aux intervenants. Merci Nathalie, merci Christian. Océane, si tu veux éventuellement te présenter rapidement, puisque derrière, on va alterner les prises de parole, elle et moi, en fonction des sujets et des questions que vous aurez. Merci Gabriel, bonjour à tous. Donc je suis Océane Launay, je suis donc la DRH de la fédération. Je vous souhaite également une très bonne année et merci Christian et Nathalie pour les mots et pour le passage de relais. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des informations que j'estimais vous être utiles. De par la taille de nos structures, on n'a pas forcément les mêmes difficultés ou vie quotidienne de la gestion des salariés. Pour autant, je connais un petit peu vos problématiques. Je vais pouvoir vous apporter des éléments sur le cadre légal et réglementaire et aussi voilà, écouter vos, vos questions et vos problématiques et tenter d'y répondre peut-être en direct, je l'espère, sachant que voilà, nous avons la même convention collective, les mêmes règlements, donc normalement on devrait pouvoir s'entraider et s'enrichir les uns les autres. Ouais. Merci Océane. De toute façon, si on n'a pas de réponse immédiate à vous donner à la question, puisque c'est enregistré, évidemment, on reviendra vers vous s'il faut aller chercher une réponse dès qu'on l'aura trouvée ou s'il faut avoir des compléments d'information sur les questions qui pourraient être un peu techniques ou du cas par cas. On va avancer là-dessus, mais on espère pouvoir répondre à toutes les questions que vous aurez. Donc les webinaires, pour vous annoncer que là, on continue jusqu'en mai 2026. On en a prévu encore 4 autres à venir sur des sujets qui vont sûrement vous concerner et vous intéresser, à savoir les outils et les ressources que vous pourrez mettre en place en tant qu'employeur, les financements de l'emploi sur toutes ses formes, un second webinaire un peu lié qui sera sur comment pérenniser et consolider son emploi, et un dernier webinaire dédié, lui, plutôt à l'apprentissage et de la même manière à tout ce qui va tourner autour au niveau des aides financières et de la pérennisation d'un apprenti derrière en contrat classique, CDI, CDD, selon ce que vous avez besoin. Tout est disponible sur notre chaîne YouTube au fur et à mesure. Vous avez ceux de l'année dernière comme ceux de cette année qui sont mis au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez retrouver certains sujets ou si vous avez des questions, vous pouvez retourner les voir. On avance sur les intérêts de la gestion RH. Je pense que vous vous en doutez et vous le vivez au quotidien. Nous, on a constaté plusieurs choses que vous nous avez pu nous remonter, que vous soyez des clubs 100% bénévoles ou des clubs déjà employeurs, et ce, peu importe la taille de l'emploi dans vos clubs, peu importe la place que ça prend, c'est que on a des phrases un peu toutes faites qui reviennent souvent, qui sont vraies, qui sont des constats que vous avez pu rencontrer et traverser et sur lesquels vous allez sûrement avoir à rebondir, que vous avez peut-être vécu, que vous rencontrez peut-être. N'hésitez pas à intervenir s'il y en a d'autres, si vous voulez prendre la parole. Mais nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que on est au courant de ça, on le remarque. Comme tu disais, Océane, on ne le vit pas forcément de la même manière, dans le sens où, en tant que fédération, on n'a pas les mêmes problématiques, mais on est conscient des difficultés qui sont rencontrées et on essaye de l'accompagner au mieux. C'est pour ça qu'on organise aussi ces webinaires-là et qu'on va essayer de balayer quelques points qui pourraient montrer comment le faire ou au moins donner des billes sur quelles seraient les choses à mettre en place pour faciliter cette gestion-là. Sachant que ce qu'on a mis derrière, nous, on est parti de ce constat-là, c'est que tous les clubs, peu importe votre taille, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, que vous soyez club, comité ou ligue, vous faites de la gestion humaine, même sans le savoir, que ce soit pour des clubs employeurs, évidemment, sur des salariés, mais aussi sur du bénévolat. Quand on dit gestion humaine, il y a forcément le fait d'accompagner des personnes, de donner des rôles, d'organiser simplement le fonctionnement du club sans aller chercher trop loin dans le cadre légal, d'un point de vue humain,
on en fait tous au quotidien, quand il faut organiser des événements, quand il faut se répartir les entraînements dans la semaine, quand il faut savoir qui va accompagner le week-end. Et ben, tout ça, c'est de la gestion pour organiser, prendre en compte les desiderata de chacun, pouvoir s'adapter au planning de chacun. C'est une forme de gestion RH pour nous et on souhaitait mettre ça en avant et montrer qu'on a tous intérêt à organiser cette gestion-là, non pas forcément pour se professionnaliser et pour être hyper structuré, mais pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du club en interne et derrière que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire et comment il veut le faire. Et pour pouvoir aussi entendre les retours de chacun et faire évoluer les positions des différentes personnes, que ce soit sur des missions qui vont évoluer ou sur des horaires, quand on est sur des bénévoles qui vont plus être possibles à assumer. Voilà, il faut pouvoir s'adapter à ça, il faut pouvoir le résoudre. Donc pour ça, nous, on va se concentrer plutôt sur l'emploi aujourd'hui, parce que c'est à ça que sont dédiés les webinaires autour de la professionnalisation, puisque l'emploi, c'est réellement ce qui va mettre en lumière la structuration et le fonctionnement du club. Quand on décide d'employer une personne, on est obligé de répondre à certaines choses qui n'étaient pas forcément mises en avant ou qui n'étaient pas forcément mises en lumière dans le fonctionnement du club. Tout ce qui était implicite sur les missions, sur les gestions de chacun, va devoir être clarifié. On va en parler avec des fiches de poste, avec un contrat de travail. Il va y avoir un équilibre à trouver entre les bénévoles et les salariés. Ça, pour ceux qui sont employeurs, j'imagine que c'est quelque chose que vous vivez, des fois bien, des fois mal, malheureusement. Et il faut trouver cet équilibre-là pour faire en sorte que tout le monde puisse avancer et s'y retrouver. Et tout simplement, dans l'organisation du club et dans le fonctionnement, on va avoir une autre manière de faire qui va forcément engendrer à un moment ou l'un autre des difficultés, mais qui ne sont pas forcément une mauvaise chose pour la structure. C'est-à-dire qu'on avance, peu importe le niveau, peu importe la taille de la structure. Quand on fait face à ces défis-là, on se rend compte de comment ça se passe et on structure le club petit à petit à s'adapter à de l'emploi, que ce soit quelque chose de pérenne ou juste passager. Voilà ce qu'on pouvait avancer en guise d'amorce de comment nous, on se place par rapport à ça avant d'aborder le cadre légal. Je ne sais pas si vous êtes tous ici ou en grande majorité employeurs, j'imagine que c'est le cas. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez surtout pas là-dessus. On est là pour échanger avant tout. Vous avez les caméras, les micros qui sont ouverts. Et je vous propose qu'on avance sur une partie un peu plus théorique. Là, on va rentrer sur des choses un peu plus détaillées, sur les obligations légales à connaître. Et notamment en commençant par le contrat de travail, qui était pour nous le départ et la fin de la relation, qui est encadré par ce contrat de travail-là. Voilà, ce qu'on a mis en premier, avant toute chose, on avait commencé par ça l'année dernière et on ne va pas forcément rebalayer, mais je trouvais quand même très important de vous dire qu'il faut bien définir le besoin en partant du plan de développement. Vous pouvez l'appeler projet de développement, projet sportif si vous préférez, mais de bien identifier la chose, comprendre quel est le besoin de départ, comprendre comment, avec qui, pourquoi faire, et donc avant de se lancer dans un recrutement et dans une démarche d'emploi, de vraiment identifier les tenants et les aboutissants d'un poste salarié dans la structure. Est-ce que c'est vraiment un besoin nécessaire au développement de la structure et comment s'y préparer, comment s'y adapter pour pouvoir anticiper tout ça et le mettre en place de manière la plus sereine possible pour tout le monde. Sur le contrat de travail, que vous dire? N'hésitez pas à nouveau, si vous avez des questions, à avancer au fur et à mesure. Le contrat de travail, c'est évidemment l'élément clé qui va unir le salarié à l'employeur. C'est par ça qu'on débute et qu'on clôt la relation de travail. Il va préciser tout ce qu'il y a à savoir sur la relation de travail, justement, savoir qui est l'employé, qui est le club qui emploie, ou la structure, c'est des comités et des ligues, quelles seront ses missions, son temps de travail, son lieu de travail, la durée du contrat ou ses lieux de travail, la durée du contrat s'il en a une, la rémunération et les autres éléments de la paye, les congés, les règles de sécurité, etc., etc. Il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter dans le contrat de travail et qui doit être signé par les deux parties, à savoir le club et le salarié. Voilà, donc vous avez plusieurs types de contrats qui existent, évidemment, que vous connaissez, j'imagine, pour les plus connus d'entre eux, à savoir le CDI, le CDD, contrat d'apprentissage, le CD2I, qui est un contrat à durée indéterminée intermittent, qui est spécifique au champ du sport, celui-ci. Et derrière, différentes
différentes possibilités, on va dire, en fonction de ces contrats que vous choisissez, à savoir du temps plein, du temps partiel, et la possibilité de le garder de manière classique au niveau horaire de travail, ce qu'on va voir juste après, ou bien de le moduler en modifiant les horaires de travail dans le contrat au départ pour pouvoir l'adapter à l'activité de la structure, ou le passer annualisé pour pouvoir également l'étaler sur un an complet et adapter les périodes en fonction des pics d'activité, des stages et autres vacances qui pourraient venir influencer sur la quantité de travail. Est-ce qu'avant de continuer là-dessus, vous voulez qu'on fasse un point? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Céane, tu veux éventuellement compléter sur ce sujet-là et ajouter des points qui te sembleraient importants? J'ajoute juste que c'est une obligation dans notre convention collective d'avoir un contrat. Il y a une idée qui est de dire qu'en France, quand il n'y a pas de contrat de travail, c'est forcément un CDI à temps plein. Nous, il se trouve que si on fait ça, on est en faute. On est vraiment tenu d'avoir un contrat de travail dans tous les cas par notre convention collective. C'est très rare qu'il n'y en ait pas en même temps, mais je le précise. C'est important. Vous avez également le chat hein, pour ceux qui voudraient écrire, qui n'auraient pas la possibilité de prendre la parole ou qui ne voudraient pas prendre la parole. N'hésitez pas. S'il y a des questions, on va les prendre au fil de l'eau. Et puis sinon, on se prendra un temps d'ici la fin du webinaire pour faire un petit échange de questions-réponses et partage d'expérience si vous le souhaitez. Eh bien, s'il n'y a pas de questions sur le contrat de travail, je vous propose qu'on avance. On peut revenir éventuellement si besoin. Sur un des sujets qui a été le plus demandé au niveau des questions dans le questionnaire d'inscription, qui est un sujet qui n'est pas forcément évident et sur lequel vous avez potentiellement des difficultés par rapport au fonctionnement soit de la structure, soit au choix et aux volontés du salarié, à savoir le temps de travail et les congés annuels qui sont accordés. Sur le temps de travail, ce qu'on peut vous dire, on est reparti sur le basique, à savoir que ce qui est prévu légalement, c'est 35 heures hebdomadaires dans le contrat de travail. Après, si vous souhaitez, si vous négociez un contrat à 39 heures semaine, c'est également possible. Il faut juste que ce soit validé et signé par les deux parties. Qu'il y a des adaptations qui sont possibles, ce que je dis à l'écriture du contrat, ce qu'on évoquait juste avant sur l'annualisation du temps de travail. Si vous souhaitez aller sur du temps de travail qui est différent de celui qui est utilisé dans le cas classique, ça doit être inscrit dans le contrat de travail et ça doit être validé par les deux personnes qui vont signer le contrat. Que ce soit sur un forfait heure ou soit sur un forfait jour, ça doit être écrit dans le contrat de travail. Eric, peut-être tu as une main levée. Oui, bonsoir. La durée hebdomadaire, vous mettez 48 heures, c'est par semaine et par an? C'est ça, là on est sur sur les durées hebdomadaires maximales de travail. C'est vraiment ce qui est écrit dans le droit commun, parce que c'est pas spécifique. On est à 48 heures maximum. Alors ensuite, il y a des limites à ne pas dépasser. Là, Océane, peut-être si tu veux prendre la main pour rappeler comment ça fonctionne, parce que c'est les beaucoup de chiffres. J'ai un salarié qui a un emploi à 35 heures et en plus, il est employé au club on lui a fait un CDI 13 heures pour arriver à 48 heures. Il fait 48 heures toutes les semaines? Il fait 48 heures toutes les semaines, exactement, tout sur l'année. Et je pense qu'on est un peu hors des clous. Oui, c'est beaucoup. Parce qu'il y a des plafonds sur l'année, oui, il faut voir vraiment sur l'année ce qu'il fait. Et surtout, dans ce cas, je pense que c'est très important de regarder son repos. C'est ce qui est en dessous, ce qui limite surtout les durées hebdo-maxi, c'est de voir que les temps de repos obligatoires sont respectés quoi qu'il arrive. Sachant que 48 heures, c'est un maximum qui est dérogatoire. Donc, c'est pas fait pour être pérenne sur l'année, cette durée max. Ok. Donc, il faudrait voir sur l'année ce que ça donne et puis le repos. Et normalement, pour arriver à ce maximum de 48 heures, on demande l'autorisation de l'inspecteur du travail. C'est pour ça que je dis que c'est un gros maximum en cas de...
en cas de besoin. Mais en cas de cumul, ce qui va être important, c'est le repos, vraiment quotidien et hebdomadaire. Oui, qu'il y ait au moins un jour de repos par semaine, quoi. Et surtout les 11 heures, souvent avec les entraîneurs, par exemple, ils finissent tard. Et Oui, puis, ils reprennent le lendemain et les 11 heures sont pas c'est respectées. ça. Les Je 11 heures et comprends. puis les 35 heures, parce que un jour de repos, ça fait 24 heures, et ça se cumule avec les 11 heures. Donc, il y a 11 heures quotidiennes et 35 heures hebdo, en fait. 35 heures Mm. d'affilée une fois. Je sais pas si je suis claire. Oui, non, mais c'est clair, merci. Ok. Très clair. Merci. Pas de souci. Voilà. Et donc, une durée journalière maximum de 10 heures, de 8 heures pour les apprentis, hein, qui est un peu moins, et un temps de repos obligatoire, ce que tu disais, Océane, qui est de minimum 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Si un entraîneur, comme tu le dis, a fini à minuit sa journée, bon, ça fait un peu tard, mais il ne pourra pas commencer avant 11 heures du matin le lendemain, histoire qu'il y ait eu 11 heures de travail. Et également, un jour de repos obligatoire par semaine. Quand on dit un jour de repos, c'est un jour complet, donc 24 heures consécutives. C'est pas le samedi matin et dimanche après-midi. Il faut que ce soit 24 heures consécutives pour pouvoir respecter justement ce cadre légal. Sur le temps Une de petite, travail, oui. excusez-moi, bonjour, une petite question parce que sur les contrats des apprentis, il n'y a pas l'option annualisation. Comment on peut le faire? Il faut refaire un contrat à côté quand Oui, on on peut signe le faire un avenant. CERFA. Oui, par D'accord. exemple, on peut faire un avenant au CERFA avec tout ce que vous voulez, enfin, tant que c'est légal, mais notamment sur le temps, en disant qu'on respecte bien sûr les limites qui s'imposent à eux. On peut aussi mettre des mentions à votre règlement intérieur ou des choses qui sont propres à vos structures en l'annexant au CERFA. Ok, merci. Et à prendre en compte du coup là-dedans que forcément la partie formation théorique en structure et en centre de formation compte comme du temps de travail dans les deux cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur le temps de travail? Est-ce que Céline, tu souhaites rajouter des choses qui pourraient sembler intéressantes? Euh, je ne sais plus si je l'ai mis après, peut-être que vous en avez entendu parler, on n'a peut-être pas les mêmes fils d'actualité, vous et moi, mais il y a une petite actu dans le droit social dernièrement. Euh, euh, les jours de repos, normalement, voilà, on peut travailler 6 jours d'affilée maximum, et il faut donc qu'il y ait un jour de repos tous les 6 jours. Depuis des années, on dit attention, c'est 6 jours glissants, donc sur 2 semaines civiles, voilà, faut faire attention au nombre de jours consécutifs. Il y a eu un cas récemment, la Cour de cassation a tranché en disant que non, c'était une mauvaise lecture, que ça devait être en termes de journée civile et que donc on pouvait de fait travailler 6 jours d'affilée du moment que dans chaque semaine civile, il y avait un jour de repos. Voilà, donc vous pouvez peut-être entendre ça. En vrai, ça nous arrange en tant qu'employeur parce que souvent c'est problématique. Faites quand même attention parce que ça reste un arrêt de la Cour de cassation qui peut être apprécié de manière différente, mais donc c'est la tendance actuelle. La règle, c'est donc 6 jours, pas plus de 6 jours d'affilée, et donc l'ambiance actuelle, c'est de dire que c'est en semaine civile. Voilà. Sur les congés annuels, pour pouvoir poursuivre. Ah, pardon. Petite question. Moi, j'ai un employé, donc là, du coup, on est à 35 heures avec lui. Et à côté, il a une activité auto-entrepreneur où il cumule plus de 30 à avoir 40 heures par semaine. Comment peut-on voir par rapport à ça? Est-ce que c'est sa responsabilité ou c'est la nôtre aussi de faire attention à ce système, enfin, à ce cumul d'heures? C'est la sienne parce que, enfin, comme d'habitude, je vais dire les deux. En fait, en tant que auto-entrepreneur, vous n'avez pas la main, vous pouvez pas contrôler ce qu'il fait. Après, si de fait
Si par exemple, il vous écrit mais je suis épuisé parce que mon autre activité et donc c'est dur pour moi, etc., etc. Là, ça va devenir de votre responsabilité. Donc vous allez devoir lui écrire ou lui signifier que bah il doit faire attention, prendre soin de lui, s'organiser de manière à ce que ce soit différemment et tout ça. Mais en fait, mais vous ne pourrez pas matériellement lui interdire ou lui empêcher d'avoir une activité en tant qu'entrepreneur. Donc vous allez, si on est dans le cas que je viens d'imaginer, vous allez être malheureusement, même si c'est pas très humainement super, mais de vous protéger vous en disant de faire attention et de prendre soin et de respecter un sommeil. Mais vous n'avez ni la matérialité de l'en empêcher et, euh, et ni de le contrôler l'activité qu'il a à côté en tant qu'auto-entrepreneur. Si c'est une activité salariée qu'il a avec un autre employeur, vous devez vous rapprocher de l'autre employeur, ce qui est dans les faits, selon l'emploi, plutôt compliqué, j'en conviens, pour vous mettre d'accord sur ce fameux repos obligatoire et sur les congés. Donc, ouais, même les repos de 11 heures par jour, moi, il ne les fait pas. Je sais que du coup, voilà, lui, comme on dit, c'est un entraîneur qui fait une quart de soir et qui recommence le très le matin. Donc, là, les 11 heures de repos, c'est assez risque et péril. Mais on est quand même responsable. Mais bon, ça reste toujours un cas très délicat à gérer. Je suis désolée, je vous entends pas. En fait, là, on n'arrive pas dans le repos obligatoire parce que l'activité qu'il fait en tant qu'auto-employeur, c'est pas une activité salariée. Donc, du Ouais, coup, c'est en fait sur son repos, il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait d'accord. ses trucs perso, quoi. D'accord. Ce qui est considéré comme du repos, c'est que ce n'est pas du temps de travail effectif. C'est un moment où il pourrait dormir, aller à la pêche, ou là, il préfère avoir une activité d'auto-employeur. Donc, pour vous, c'est du repos. Ça, vous allez devoir faire attention si vous alerte sur lui, sa santé, son, D'accord. en tant que personne. D'accord. OK. C'est pour ça que normalement, lui, il a l'obligation, vos salariés ont l'obligation de vous dire quand ils ont une autre activité salariée. Mais ils n'ont pas d'obligation de vous dire s'ils ont une activité d'auto-entrepreneur. Hmm. Parce que ça leur appartient. OK. Merci. C'est là qu'est tout l'enjeu derrière dans la fameuse gestion humaine, de pouvoir réussir à échanger, ce qui n'est pas toujours simple avec la personne pour pouvoir convenir de ça. Si jamais vous avez des questions ou des détails que vous voulez aller chercher sur ce qu'avance Océane, je vous ai mis le lien sur le diapo cliquable qui renvoie vers la Convention collective nationale du sport par chapitre. Donc là, le chapitre 5 est dédié à ça, au temps de travail, au congé annuel. Donc vous pourrez aller regarder à l'intérieur si jamais vous cherchez une ressource précise qui vous est donnée, ce sera là-dedans. Voilà. S'il n'y a pas de spécificité, il faudra alors regarder dans le droit commun ce qu'il en est. Mais là, vous aurez toutes les informations écrites sur le magnifique site de Légifrance. C'est forcément le plus beau à voir. Il y avait une autre question, et après, je propose qu'on avance sur les congés annuels. Oui, bonjour. Justement, moi, c'était une question par rapport au congé. Ah. Nous, on est un petit club. Notre activité, elle dépend de l'ouverture des gymnases. Et la mairie, les gymnases sont fermés plus de 5 semaines de congés par an. Enfin, plus de 5 semaines par an. Quand notre salarié n'a pas accès au gymnase, comment catégoriser cette période? Est-ce que c'est nous, employeurs, on ne peut pas lui donner de travail, donc on ne peut pas le forcer à prendre des congés, on va dire. Comment peut-on faire en fait? Parce quand c'est sur un jour ou deux, bon, il fait de l'administratif, il va régler quelques documents administratifs, mais quand c'est si on a 2 semaines, si par exemple le gymnase est fermé 7 semaines, que fait-on des 2 semaines? Dans quelle position on peut mettre notre salarié? Si c'est prévu depuis le début, vous pouvez faire des périodes où il travaille à zéro et d'autres où il travaille plus. Mhm. Si vous les connaissez en avance, ces périodes.
Pas forcément. Enfin, par exemple, pour l'été, la mairie ne fait pas les mêmes dates forcément tous les ans. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais oui, en effet, nous, quand il fait des heures supplémentaires, il est annualisé. Donc, ça peut rattraper les jours où il ne travaille pas. Mais des fois, c'est pas assez, quoi, en fait. S'il a plus d'heures supplémentaires et que le gymnase est fermé et qu'il a plus de congés payés, par exemple, de congés annuels, que fait-on de cette journée? On est obligé, nous, en tant qu'employeur, puisqu'on n'est pas, on lui donne pas de travail à faire, de le rémunérer et il reste chez lui, en fait, concrètement? Ou comment? Enfin, je sais pas. Nous, c'est ce qu'on fait actuellement, donc je voudrais savoir si on est dans les clous ou pas du tout. Alors, vous êtes dans les clous si vous le payez, dans la mesure où c'est de votre fait, enfin pas du sien, qu'il ne travaille pas. Par contre, je pense que dans les participants, il y en a qui doivent avoir des bonnes pratiques sur ça, à mon avis. Je suis Je preneuse, me posais alors. la question de savoir, Sylvain, pour Effet le Basket, parce que nous justement, on fait du coup pour nos salariés des CDI intermittents, dans lequel on précise explicitement les périodes travaillées, les périodes non travaillées, et le nombre d'heures par semaine quand c'est travaillé. Parce que justement, effectivement, pendant les vacances scolaires, les gymnases sont souvent fermés, etc. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais du coup, c'est ma question. Est-ce que ça répond à cette problématique évoquée? Je peux apporter un éclairage aussi sur ce qu'on fait nous. Au Val de Seine Basket, on fait des plannings de période haute et de période basse pour l'occupation des salariés. Et ensuite, parce qu'on a le même problème avec les joueurs pros, en fait, la saison s'arrête et ils ont encore un contrat de travail. Donc, on fait des plannings de période haute et de période basse. Et ensuite, on fait un planning du mois, pour le mois suivant, 30 jours avant, pour dire, voilà, il va bosser tant d'heures cette semaine, tant d'heures telle autre. Et ça fait des heures comme on a annualisé le temps de travail dans les contrats de travail, ça fait des heures de modulation qui récupèrent au moment des congés d'été. Et globalement, ça s'équilibre plutôt pas mal. D'accord, donc vous jouez sur les heures de modulation. Ok, d'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup. Très bien. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Parce que je suis en voiture, donc désolée pour le son. J'avais cette même question. Effectivement, pour des CDI, on peut faire comme ça des CDI intermittents. Par contre, nous, on a 3 apprentis. Et donc, c'est plus compliqué de leur faire des périodes hautes, des périodes basses. Et ils ont des contrats d'apprentissage qui couvrent, par exemple, 2 ans. Donc, effectivement, entre les vacances scolaires, que ce soit l'été et puis avril, etc., même si on fait des stages sur une des 2 semaines de vacances, de la même manière, en fait, leurs 25 jours ne couvrent pas toutes nos périodes de fermeture. Et comme c'est des apprentis, c'est plus compliqué de les faire travailler sur une annualisation, en fait, du temps de travail. Je ne sais pas si vous avez des... Non, vous pouvez pas leur faire un CD2I, mais vous pouvez annualiser leur temps de travail. Dans les contrats d'apprentissage, c'est écrit 35 heures par semaine. Donc, je ne sais pas s'il y a la même flexibilité que si c'est pour un CDI. En fin de compte, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez faire un avenant à leur contrat. D'accord. Il faut qu'ils soient enregistrés sur la plateforme, que ce soit un avenant à leur SERFA, mais vous pouvez le faire. Avec ce que disait Gabriel, attention, c'est vrai que parfois on oublie dans le calcul, mais que l'école également compte dans leur temps complet, les temps d'école. Oui, ça, on le compte bien. Là, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un suivi de leurs heures semaine par semaine. Et que quand ils font des heures en plus, on met ça en gros dans un compteur de récupération pour leur créer des jours de congé pour les périodes où on est fermé. Ce qui vous fait de fait respecter le 35 heures par semaine. Voilà, c'est ça. Et on le gère manuellement, on va dire, mais au moins ça nous permet d'avoir un suivi, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est vrai que quand on a des outils, c'est plus simple, mais ça coûte très cher quand on a une petite structure et c'est pas forcément toujours adapté, même s'il y a des solutions qui existent quand même pour les petites structures qui sont pas mal. Mais dans tous les cas, marquer que vous ayez un outil ou que ce soit Excel ou que ce soit un papier ou peu importe, mais dans la mesure du possible, marquer les horaires et faire un suivi, ça reste ce que je vous recommande de faire.
Oui, c'est ça, c'est chronophage. J'ai passé du temps à créer les fichiers Excel, mais je me dis une fois que c'est fait, après, au moins on sait où est-ce qu'on en est aussi du repos, etc. Oui, Ok, puis en cas de conflit un jour, ce qu'on ne souhaite pas, mais voilà, c'est c'est toujours mieux ça. d'avoir une trace. Ouais. Ouais. Et en fait, on a une apprentie qui a uniquement le dimanche comme jour de repos, mais de temps en temps, on a des compétitions sur les dimanches, donc ponctuellement, elle va quand même travailler le dimanche. Et donc, il faut aussi qu'on gère la récupération de cette journée spécifique, en fait. Donc, si on a des écrits, on se couvre aussi en cas d'accident ou de conflit, comme vous disiez. Ouais. Merci. Pas de souci. On avance du coup donc sur les congés. On en a déjà un petit peu discuté. Donc tout salarié a le droit à 5 semaines de congés par an en fonction des jours ouvrables ou ouvrés. Vous voyez que c'est une petite différence. On a noté la différence entre jours ouvrés et jours ouvrables. Et derrière, il y a également le droit à des congés exceptionnels en fonction de certains événements, que ce soit familiaux ou autres, que vous pouvez, pareil, aller fouiller et retrouver sur la convention collective qu'on n'a pas détaillé ici par manque de place, mais que vous pouvez retrouver. On avance sur justement le suivi des salariés, on en discutait un petit peu. Il y a des choses qui sont importantes. Suivre ses salariés, c'est important pour savoir qui fait quoi et quand, de manière fonctionnelle pour la structure, mais également de manière obligatoire par rapport aux différents dossiers qu'on peut garder, aux différents documents qu'on doit fournir aux salariés, soit sur le contrat, d'avoir un exemplaire pour nous, de pouvoir suivre les fiches de paye et les absences, ce qu'on disait sur les horaires, pour pouvoir tenir compte si jamais un jour, malheureusement, il y a un conflit, ce qu'on ne souhaite pas, ou simplement des fois pour s'organiser. C'est super important de pouvoir suivre les salariés, le ou les salariés de la structure, et pouvoir connaître un petit peu aussi derrière quelle va être la charge de travail, pouvoir adapter, on va dire plus humainement, comment moduler le travail en fonction des pics d'activité, en fonction des dossiers plus ou moins importants à suivre, et des périodes avec des compétitions, sans compétition, stage, pas de stage, événements, etc. Ça, on peut le faire de plusieurs manières. Océane, je sais que tu as prévu un point un petit peu plus loin pour parler des entretiens qui sont obligatoires et échanges obligatoires à tenir avec le salarié. Mais il y a aussi toute cette partie échange régulier, échange informel, que ce soit sur des sujets professionnels ou sur des sujets équilibre vie pro, vie perso, et pouvoir comprendre comment ça se passe pour la personne, pouvoir accompagner, anticiper éventuellement les problématiques qu'il pourrait y avoir pour désamorcer avant que ça gonfle trop. Et puis, tout simplement pour vous, si jamais vous êtes président et que demain, on ne vous le souhaite pas, vous êtes indisponible ou vous êtes amené à quitter vos fonctions de président, il faut que la personne qui prenne votre suite, ou au moins le bureau, puisse savoir ce qu'il en est, comment ça se fait, quels sont les process, c'est un bien gros mot, mais quelles sont les manières de faire, où est-ce qu'on peut retrouver les informations, tout simplement, où est-ce qu'il est le contrat de travail si jamais on en a besoin. Où sont les différentes fiches de paye pour faire des rectificatifs s'il y a des manques, s'il y a des choses à ajouter. Voilà, toutes ces choses-là, c'est important pour le côté légal de ce qu'il faut le faire et simplement pour le côté fonctionnel de la structure, je dirais, oui, il vous faut un dossier de suivi. Alors, il y a plein de manières de le partager, que ce soit sur Microsoft avec SharePoint ou sur Google avec Drive ou autre encore. Un papier, un Excel, ça marche aussi. C'est peut-être moins facile à gérer, mais ça fonctionne. Voilà, là-dessus, est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça me semble pas mal, j'avance. C'est quelque chose qui peut sembler en plus un peu évident et bête à dire comme ça, mais c'est quelque chose qui peut être important et que des fois on a tendance à oublier. Et c'est une fois qu'il y a un conflit ou une fois qu'il y a une problématique qu'on peut se rendre compte qu'on avait oublié de le faire. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre le temps de bien le faire au départ et de s'y tenir, même si, comme vous le disiez, sur les temps de travail, par exemple, ça peut être assez long, une belle usine à gaz au départ, mais une fois que c'est en place, une fois que ça fonctionne, c'est adaptable et c'est tout ce qu'il faut. Sur la rémunération, donc là, on est revenu sur les... Gabriel, pardon, il y avait une Oui, question pardon, dans le Christian. chat. Pardon, je remets la caméra. Il y avait une question dans le chat là, sur la durée hebdomadaire maximale de travail en cas de modulation.
Alors, quelle est la durée Pardon. hebdomadaire maximale de travail en cas de modulation du temps de travail? C'était ça la question. 48 heures. 48 heures sur une semaine. Ouais, vous C'est mettez ça, ne 48 heures. Et s'applique après, il y a pas. des histoires de... Pardon. Ouais, vous mettez dans le PowerPoint ne s'applique pas en cas de modulation du temps de travail. C'est pour ça que je pose la question. Ah, le 48 heures? Oui, Mais 48 heures, c'est Ouais. parce que, en fait, c'est Ouais. soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. La moyenne haute, c'est 44 heures. Et ça peut aller jusqu'à 48 heures si, en cas de besoin. ok, c'est plus clair, merci. Ouais. En cas de besoin, inspecteur du travail, ça veut dire que vous justifiez d'un fait exceptionnel, impondérable, et que, en gros, il ne va pas vous l'autoriser tous les souvent. Voilà. J'avance sur le salaire et la paye. Donc, chose qui peut paraître pareil évidente, mais le club doit verser le salaire prévu dans le contrat, donc vous l'indiquez à la date convenue. Là-dessus, je pense que vous avez vos modes de gestion, que ce soit internalisé ou externalisé, mais idéalement sur des dates qui sont souvent les mêmes pour avoir une récurrence. Pour le salarié, c'est plus simple, lui, dans son organisation, et avec une fiche de paye simple pour qu'il puisse, lui, savoir où il en est, lui, pouvoir les garder pour les différents documents dont il va avoir besoin, appartements et autres. Et pour vous, vous assurer que les payes ont bien été versées, que vous avez, pareil, en cas de contentieux ou de problème, toutes les traces de ce qui a été fait avec le détail de ces fiches de paye-là. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur la fiche de paye, justement, dans le sens où j'imagine que certains d'entre vous la font externaliser. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à le faire vous-même, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il y a des ressources qu'on vous indique à la fin qui sont là pour ça, pour accompagner là-dessus. Si vous ne maîtrisez pas forcément ce sujet-là, si vous n'êtes pas du milieu de la trésorerie ou de la comptabilité de base. Gabriel, il y a une question justement Pardon, sur Nathalie. que pensez-vous du service paye CEA? Donc, je sais pas, peut-être, enfin, moi j'ai des éléments de réponse à ce niveau-là, comme Océane, qu'est-ce que tu... Peut-être Non, moi, préciser d'abord. Voilà, j'ai pas donc, d'avis, Nathalie, je te laisse. ouais, alors le CEA, c'est effectivement un service qui est mis à disposition par l'URSSAF pour effectivement les toutes très petites entreprises et notamment le secteur associatif. C'est une automatisation, c'est également d'un point de vue légal, on va dire rassurant, puisque tous les calculs se font automatiquement et via donc souvent Net Entreprise. Ensuite, on a tous les prélèvements et on n'est pas contraint. Par contre, effectivement, je pense que pour un salarié, les fiches de paie sont très succinctes. Nous-mêmes, employeurs, on peine vraiment à comprendre. Et comme le disait la Gabrielle, c'est très justement, on a aujourd'hui des services externes qui s'appellent tiers de confiance, qui ont signé une convention avec l'URSSAF, qui sont tout à fait habilités. Les tarifs en moyenne, c'est entre 15 et 20 euros du bulletin de paye et de toutes les démarches en fait sociales qui sont accolées. Euh, voilà, moi je revendique le fait qu'il y a un service qui s'appelle effectivement le CEA et qui est le chèque emploi, qui émane du chèque emploi associatif et qui est très, très utile et très pratique. Mais si on a la possibilité effectivement de se faire accompagner par un tiers de confiance, donc vous pouvez chercher dans tous les départements, vous trouvez un tiers de confiance. Ce sont souvent une association dont départementale voilà, qui souvent ce sont des groupements d'employeurs et qui ont des services également sociaux. Moi, je ne peux que vous encourager pour vous faire accompagner. Si vous avez les moyens, un expert comptable, c'est l'idéal, bien évidemment, mais ça revient très cher. Ouais, sur l'expert comptable aussi, j'en profite pour préciser idéalement, vous tournez vers des personnes qui sont issues du milieu associatif, des personnes Tout à qui fait. connaissent la convention collective nationale et qui vont donc adapter les régules, les fiches de paye, etc., à ce qui se passe dans le milieu du sport et pas dans le milieu bancaire ou dans le milieu, que sais-je, qui ne serait pas le nôtre. Tu as tout à fait raison. C'est important de le souligner. Il y avait deux questions aussi dans le fil.
Une, c'était plutôt sur de Diane, Oui. c'était plutôt sur comment rappeler aux salariés qu'il est important de respecter un certain nombre de règles. Et l'autre question, c'est alors de Élodie, là, c'est les apprentis mineurs. La question, il faudrait que vous la précisiez. C'est quoi? C'est par rapport aux horaires de travail, aux congés? Ah, ça doit être aux horaires, je pense, parce que les congés, ça ne change pas. Oui. Et en effet, moi, je dirais qu'un mineur, il ne peut pas dépasser les 35 heures sur la semaine. Donc, on va pouvoir moduler sur la semaine, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Les mineurs, je ne les mettrai pas plus. Je vais vérifier si vous voulez, mais je ferai pas travailler un mineur 44 heures. Je suis presque sûre qu'ils n'ont pas le droit de faire plus de 35 heures. Et pour l'autre, L'autre question, c'était comment, enfin, en gros, les salariés ont des droits, ils les revendiquent avec force. Et qu'est-ce qu'on peut recommander pour, à l'inverse, leur rappeler leurs obligations en termes de respect des horaires, des règles internes de fonctionnement, d'engagement collectif, de respect des personnes. Ça, c'est ton quotidien, Océane. déjà, je vous recommande d'avoir un règlement intérieur, de le mettre à jour, de communiquer dessus, si possible de le partager, si vous pouvez un peu le co-construire avec les salariés en étant sur la bonne foi, sur le bon sens, plutôt que parce que en fait l'employeur peut édicter ses règles, puisque c'est les règles de son entreprise, enfin de sa structure, donc c'est lui qui les décide. Quand elles sont partagées, en général, ça se passe mieux. Et puis ensuite, le fait que les règles soient connues de tous, je vois, oui, qu'il y a peu de personnes les respectent. Le fait qu'elles soient connues de tous et qu'elles soient communiquées vous permet ensuite de pouvoir sanctionner, puisque si une règle n'est pas respectée alors qu'elle est connue, objectivement, et qu'il n'était pas difficile de la trouver, et qu'elle a été rappelée ou qu'il y a eu un rappel à l'ordre, etc., après, il reste la sanction disciplinaire. Je ne sais pas si c'était là où vous vouliez en venir. Parce que quand on ne respecte pas les règles, non. Alors, c'était où? Parce qu'à part ça, à part les rappeler et les expliquer, ensuite, quand elles ne sont pas respectées, malheureusement, j'ai pas d'autre idée que la sanction. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté humain au maximum, dans le sens où si les salariés ont des droits, ils ont aussi des devoirs à respecter. Ça, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Pareil pour l'employeur, il a à la fois des droits envers le salarié, d'exiger notamment à ce que que le travail mentionné dans le contrat soit effectué, mais aussi des devoirs de répondre aux attentes du salarié. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Océane, si c'est quelque chose qui n'est pas respecté après avoir été rappelé plusieurs fois, après avoir été stipulé dans un règlement intérieur et mis en avant, en effet, si les personnes ne veulent pas suivre, on va dire, et pas jouer le jeu, il ne vous reste plus que ça. Ouais. Sauf si quelqu'un a une autre idée. L'idée, ça peut être, mais ça peut être compliqué aussi, hein, quand on est bénévole, employeur, on a un double rôle, hein, et c'est vrai que jouer le rôle de censeur et de poser une sanction et de rappeler des règles, c'est compliqué. Après, vous pouvez également, vous aussi, aller à l'inspection du travail et leur demander une aide. Si effectivement, comme vous dit Océane, vous avez un règlement intérieur, que ce règlement intérieur a été signé, que toutes les règles applicables à la convention collective écrites sur le contrat de travail sont respectées, vous pouvez aussi aller chercher de l'aide, hein. Il y a l'inspection du travail n'est pas aussi là que pour sanctionner les employeurs, elles peuvent aussi accompagner. Et il y a vraiment Ils ont même un devoir de conseil, oui. Oui, tout à fait. Et puis qui sont parfois en plus, je dirais très bénéfiques parce que ça te fait du bien d'être entendu, d'être écouté et d'avoir cette proximité-là. Donc vous pouvez aussi sans problème. Après, comme on le dit, quoi, comme toujours, quand on joue avec des règles juridiques, il faut aussi que nous-mêmes, on s'applique à nous-mêmes les bonnes règles et les bonnes pratiques.
J'avance en attendant sur la partie paye. Assez basique, hein, les 3 éléments qui constituent la rémunération, le salaire fixe, qui est la base contractuelle définie dans le contrat de travail à laquelle vous devez vous tenir. Et derrière, 2 points qui sont les primes éventuelles. Un exemple, ça peut être les primes d'intéressement, un bonus pour les résultats. Et l'autre point, qui sont les avantages en nature. Donc là, ce sont des choses qui sont mises à disposition d'un véhicule, d'équipements, de matériel pour pouvoir encadrer, etc., etc. Je continue, histoire qu'on puisse prendre le temps derrière d'échanger sur les autres sujets que vous avez rencontrés. Sur la partie santé et sécurité du salarié, donc là, pareil, dans les devoirs que doit amener l'employeur, c'est de prendre soin de la santé et de la sécurité des salariés, que ce soit salariés ou bénévoles du club, mais d'autant plus sur les salariés où c'est une obligation, avec différents éléments de vigilance à maîtriser, à connaître, que vous pouvez retrouver dans le chapitre que je vous ai mis là. Hein. À nouveau, le lien est cliquable si vous avez besoin. Et ça se retrouve facilement sur Internet. Donc, différents points qui sont des points qui peuvent à nouveau sembler évidents, mais qui des fois ne le sont pas forcément, sur les locaux et les équipements. Quand une personne va sur un terrain, il faut que le terrain soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de trou dans le sol ou de fuite dans le plafond. Voilà. Des choses qui peuvent sembler logiques, mais qui des fois ne le sont pas forcément. Que la personne puisse connaître les règles de sécurité. Là, c'est aussi de votre ressort de former les personnes à ça, de connaître ces différents plans d'urgence, de définir des rôles en fonction d'intervention, en fonction de qui intervient à quel moment dans la semaine sur des entraînements ou dans des bureaux. Et pour ça, on a la prévention des accidents avec le suivi et la déclaration obligatoire des accidents du travail. Là, pareil, il y a plusieurs règles à connaître. Si jamais vous voulez rentrer dans le détail, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Ainsi que tout ce qui est santé au travail, donc visite médicale obligatoire, que ce soit avant l'arrivée d'un salarié ou régulièrement durant la durée du contrat de travail. Et tout le suivi qui va être, on va dire, informel, qui n'est pas obligatoire sur le bien-être du salarié au travail et l'équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle. Est-ce que la charge du travail est OK? Est-ce que la charge mentale convient également? Donc, tout ça, ça passe par l'information auprès des salariés sur les risques à avoir, les identifier, savoir comment les éviter et éventuellement se former si c'est un besoin sur des postures, sur des manières d'intervention ou des manières de communication. Je pense notamment à des entraîneurs qui pourraient être au contact de plus jeunes ou ils se retrouvent avec des groupes assez nombreux. Voilà, savoir comment réagir, comment encadrer en toute sécurité et faire en sorte d'éviter au maximum, si possible, les problématiques qu'il pourrait y avoir. Pour ça, vous avez un document à remplir chaque année, qui est un document obligatoire. Il n'est pas forcément mis d'ailleurs à jour par tout le monde et qui, on se rend compte, est des fois oublié, peut-être moins connu. Donc, on en profite pour faire ce rappel-là, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc DUERP pour l'acronyme, et qui est un document que vous pouvez construire vous de toutes pièces, sur lequel vous pouvez reprendre en ligne sur des modèles déjà existants, mais qui doit simplement référencer ce qu'on évoque juste avant dans les éléments de vigilance, à savoir les risques potentiels que vont rencontrer les salariés de la structure. Je vous donne un exemple un peu bête. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une fuite dans le toit de la salle. Il faut pouvoir indiquer qu'à tel endroit, dans telle salle, il y a une fuite et donc éventuellement un risque de chute. Alors, après, ce n'est pas de votre ressort forcément d'aller changer le toit de la salle, ça je vous conviens, mais de pouvoir indiquer ça, ça vous prémunit entre guillemets et ça vous permet d'identifier ces risques-là, de pouvoir les communiquer et prendre les mesures nécessaires si c'est de votre ressort ou de faire intervenir les personnes, là en l'occurrence éventuellement la mairie si la salle leur appartient. Je vois qu'il y a déjà une question sur la périodicité des visites médicales. Océane, si tu veux répondre à ça. Oui, maintenant, c'est tous les 5 ans. Il y a une visite médicale d'embauche, il y a des visites médicales périodiques. En fait, c'est le médecin qui peut décider de voir le salarié
plus souvent que le délai maximum. Et puis, il faut également organiser des visites médicales après des absences longues, pour maternité par exemple, ou évidemment après un accident du travail, même si l'arrêt est court, là, il faut absolument que le médecin du travail ou le prestataire de médecine du travail, parce que maintenant, il y a beaucoup de visites médicales qui sont réalisées par des infirmiers, autorise le salarié, déclare qu'il est apte à son poste de travail. À ce sujet-là, souvent, quand je parle avec certains d'entre vous, ils ont du mal à communiquer avec leur médecin du travail ou avec les services où ils n'ont pas forcément accès aux infos qu'ils souhaitent, etc. C'est vous qui choisissez. Alors, selon les régions, c'est pas toujours facile et parfois vous n'avez pas forcément le choix, mais c'est quand même un prestataire. C'est votre prestataire, l'organisme de médecine du travail, et n'hésitez pas à communiquer avec eux et à leur demander des comptes parce que c'est leur travail. Et en fin de compte, ils ont beaucoup souvent de services annexes à la médecine du travail qui sont accessibles à vous en tant qu'adhérent à cet organisme de médecine du travail, comme des psychologues, des ergonomes du travail, ou juste des banques de données avec des outils pour mettre dans vos structures, avec des posters de bonnes pratiques, avec des ressources en ligne qui peuvent avoir, et aussi si c'est un prestataire national qui a des antennes, souvent ils ont tout un tas de choses, ils communiquent très mal dessus en général, et parfois on pense à les joindre que pour organiser un rendez-vous, alors qu'il ne faut pas hésiter, une fois qu'on paye l'adhésion au prestataire de médecine du travail, à le rentabiliser. Voilà. J'ajoute en plus sur cette partie-là, au-delà des visites qui sont obligatoires, des rendez-vous obligatoires, comme tu disais, si jamais il y a une absence de longue durée, que ce soit pour un congé maternité, pour une maladie ou autre, c'est évidemment important et obligatoire de faire un entretien avec la personne, ne serait-ce que pour la tenir informée, et ça, même si l'absence n'a pas été si longue que ça, des évolutions éventuellement qu'il y a pu avoir, s'il y a des actualités dans le club, des fonctionnements qui ont évolué, ou des missions importantes à venir, pouvoir la tenir informée des actualités et qu'elle se remette petit à petit dans le bain et au goût du jour. Il y avait une question, plutôt une remarque, on va dire, dans le chat sur des exemples de règlements intérieurs pour un club de basket. En effet, c'est un sujet sur lequel on travaille. J'y reviens juste après si vous voulez, mais dans les ressources qu'on vous prépare, on a la boîte à outils emploi, dont je vous avais parlé lors du premier webinaire déjà, dans lequel on ajoute au fur et à mesure des documents. J'avais pris en compte d'ajouter, et c'était une remarque sur le premier webinaire, des documents et peut-être des méthodes de faire pour tout ce qui va être fiche de poste. Donc, on en a recensé quelques-unes que vous pourrez trouver dans les fiches pratiques. Et on est en train de travailler pour vous proposer une sorte de pas à pas, un guide sur comment réaliser des fiches de poste. Mais en attendant, vous pouvez déjà vous inspirer de celles qui sont référencées. On a référencé celles qui nous semblaient intéressantes sur différents types de postes avec différents employeurs pour différents contrats. Et voilà. Et également, sur tout ce qui va être formation continue, on avait pris la remarque comment financer de la formation continue et quelles formations continues sont accessibles pour les salariés. Ça, on en tient bien compte. Donc, si vous avez d'autres documents, je vois qu'il y a des propositions sur le temps de travail et l'annualisation d'un contrat d'apprentissage. On va en tenir compte. On va vous trouver des modèles qui sont fonctionnels ou alors les créer pour que vous puissiez avoir toutes les infos, si possible, au maximum d'infos à un seul et même endroit. J'avance là-dessus avec un point d'actualité. Océane, tu avais noté 2-3 choses à évoquer. Tu en as déjà un petit peu parlé en introduction tout à l'heure, et vous faire part éventuellement de quelques... Pas de souci. Et éventuellement vous faire quelques cas concrets qu'on a pu rencontrer, toi et moi, dans les fonctionnements qu'on a eus, et si derrière vous voulez vous intervenir et vous faire part de cas qui ont fonctionné ou pas d'ailleurs, pour qu'on puisse échanger là-dessus et éventuellement apporter des réponses. Ah, juste avant ça, pardon Océane, il y avait une question sur est-ce que pour les apprentis, c'est les mêmes règles au niveau des visites médicales? Et ben pour les apprentis, il y a une visite médicale d'embauche. Et ensuite, normalement, ils n'en ont pas d'autres vu la période, sauf
Par exemple, si l'apprenti est en situation de handicap ou si à la visite médicale d'embauche, le médecin décide pour une raison qui appartient au secret médical que vous ne savez pas forcément, mais qu'il veut le revoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Voilà, vous allez suivre les préconisations du médecin. Ou en cas d'absence ou en cas d'accident. Après, c'est les mêmes règles que pour les salariés. Récemment, pour Euh, continuer sur les actualités. Ah oui, c'était un peu pour ceux d'entre vous qui étiez déjà un peu aguerris, il y a quand même des nouveautés. Puis du coup, pour ceux qui ne l'étaient pas, bah, c'est quand même la loi d'octobre 2025 dont je vous ai extrait des parties qui peuvent vous intéresser. L'entretien de parcours professionnel, c'était ce qui s'appelait avant l'entretien professionnel. Donc, pour rappel, peut-être pour certains, l'entretien annuel, ce qu'on appelle l'entretien annuel obligatoire, l'entretien d'évaluation qui a lieu en général tous les ans, n'est absolument pas obligatoire. C'est l'entreprise qui décide de le mettre en place ou pas. Pour autant, c'est quand même le plus connu parce qu'en général, c'est celui qui intéresse le plus les salariés. Alors que l'entretien, qui s'appelle maintenant entretien parcours professionnel, qui était jusqu'au 23 octobre, l'entretien professionnel, celui-là, il est obligatoire. Donc, cet entretien, il a pour but de suivre le salarié en tant que personne. On n'est pas là pour parler de ses missions ou de ses objectifs ou de ce qu'on attend de lui et pas en général parce que souvent aux objectifs, parfois on associe la rémunération. Là, c'est vraiment pour suivre le salarié en tant que personne et pour l'informer de ses droits et des actualités éventuelles en termes de formation professionnelle, réorientation, développement, peu importe, et pour faire le point. Le législateur, il a eu cette idée de dire, bah voilà, il y a des salariés qui restent des, des très longues périodes chez un même employeur, et puis finalement, ils sont, entre guillemets, coupés du monde et ils ne savent pas qu'ils peuvent faire d'autres choses, et donc c'est en partie pour ça que cet entretien a lieu. Donc, il était obligatoire tous les 2 ans. La nouveauté, c'est que maintenant, il est obligatoire dans l'année qui suit l'embauche, puis tous les 4 ans. Et quand le salarié a 45 ans, en termes d'anniversaire et pas d'ancienneté, également un entretien de fin de carrière qui doit avoir lieu, alors malgré l'âge de la retraite qui continue de s'éloigner, ils ont fixé l'entretien de fin de carrière à 58-60 ans et également après une absence longue. Je vous le dis parce que le fait que ce soit obligatoire, ça veut dire que vous devez le matérialiser, ça veut dire que vous devez avoir une trace de cet entretien. Donc, même si c'est un mail, voilà, de dire, ben, à la suite de notre entretien de ce jour, tac, 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 on a évoqué ça, 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 et on s'est dit ça. Ou même si lui, il n'a pas voulu parler ou pas voulu le faire, peu importe, c'est votre obligation. Donc, ayez bien à l'idée de matérialiser cet entretien et d'être en mesure de pouvoir ben, justifier que vous l'avez bien fait. Une autre nouveauté de cette loi, c'est pour ceux d'entre vous qui ont un CSE. Donc un CSE, pour rappel, c'est une obligation de le mettre en place, enfin d'essayer de le mettre en place, mais au moins de lancer une procédure de le mettre en place à partir de 11 salariés. Il y a quelques années, il y avait une limite à 3 mandats qui avait été fixée, mais dans les faits, puisque c'est compliqué de trouver des gens qui veulent porter ce mandat, et notamment dans les structures qui sont pas énormes. Donc la limite à 3 mandats successifs est levée, et donc maintenant, ben, il n'y a plus de limite. Les gens, les élus du personnel, les élus du CSE peuvent avoir un nombre illimité de mandats jusqu'à nouvel ordre. Le troisième point que j'ai mis, c'était un dispositif de formation qui est nouveau et que donc à votre prochain entretien de parcours professionnel, vous allez devoir le présenter. Alors, c'est un petit peu compliqué la formation professionnelle, mais vous allez
Vous pouvez, lors de l'entretien de parcours professionnel, simplement donner les liens ou les endroits où les salariés peuvent se renseigner sur les dispositifs de formation. Et donc, il y a un dispositif nouveau qui s'appelle la période de reconversion, qui peut intéresser tous les salariés, y compris vous à titre de salarié si vous l'êtes. Période de formation interne ou externe, et donc qui est prise en charge par l'AFDAS. L'AFDAS, c'est notre OPCO, c'est notre opérateur de compétences, et c'est l'organisme que vous devez contacter pour les demandes de prise en charge, et éventuellement le CPF. Le CPF, c'est votre compte personnel de formation. Qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, peut-être. Mais donc, voilà, c'est donc un nouveau dispositif de formation pour tous les salariés qui a vu le jour en octobre 2025. Ouais. Pour donner juste un détail là-dessus, c'est remplace le congé de reconversion et le CPF de transition, s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. Pour un salarié qui éventuellement voudrait changer de métier ou suivre une formation tout en continuant d'être payé, c'est la structure qui peut faire la demande. Si cette formation elle est validée par l'OPCO, par l'AFDAS, elle est prise en charge et donc le salarié conserve son salaire pendant la formation. Voilà. Deuxième point d'actualité que tu voulais aborder, Océane, et après on passera à quelques cas pratiques. En janvier, donc, il y a eu une revalorisation du SMIC dont vous avez peut-être entendu parler. Je voulais vous préciser qu'elle n'a pas d'impact sur les salaires de la branche sport, puisque, excusez-moi, ils sont déjà au-dessus du SMIC. Donc, dans la branche sport, on ne suit pas directement le SMIC. Le salaire qui est appliqué, c'est le SMC. Et pour le sport, ça veut dire salaire minimum conventionnel. Et donc, souvent, ça arrive quand il y a une revalorisation du SMIC que le SMC soit revalorisé. Mais comme il l'a été l'année dernière, là, l'augmentation de janvier 26, elle n'a pas d'impact sur nos salaires mini. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, donc il n'est pas interdit d'augmenter les salaires tout de même, mais il n'y a pas d'obligation. Ensuite, il y a une suspension de l'aide exceptionnelle à l'embauche des apprentis. Ce qui a été communiqué, c'est qu'il y aura une aide de 5 000 € pour la première année. Attention, ce sera jusqu'au niveau bac uniquement. Et les dernières infos que j'ai, sauf si j'ai raté quelque chose, c'est que en attente de la validation du budget de l'État, il pourrait y avoir d'autres aides exceptionnelles qui vont nous arriver, mais pour l'instant, pas plus de détails, du moins pas à mon niveau. Ça, c'est un sujet, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon quand ce sera validé, puisqu'on a 2 webinaires, un sur le financement de l'emploi et un sur l'apprentissage, où on fera intervenir l'AFDAS qui pourra justement expliquer tout ça. Et une fois que ce sera validé, vous assurer que oui ou non, les aides sont maintenues, supprimées, modifiées. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui sont concernés par des ruptures conventionnelles ou des mises à la retraite en 2026, enfin à partir de 2026, je vous précise que les contributions patronales, donc ce qu'on appelle les charges qui sont sur les indemnités de rupture et de mise à la retraite, avaient déjà été fortement augmentées il y a 2 ans à 30%, et donc là, ça va être 40%. Donc, c'est comme assiette de cotisation pour les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Donc, quand on vous en demande ou quand vous voulez en mettre en place, faites bien attention au chiffrage de ce que ça coûte, parce que ça fait quand même une différence. Et donc, enfin, si vous prenez des stagiaires, je vous rappelle que vous êtes dans l'obligation de leur verser ce qu'on appelle une gratification au-delà de 8 semaines de stage. Donc, la gratification, elle est en heures, et donc elle était à 4,35 €, elle passe à 4,50 €. Donc, ayez-le en tête pour vos stagiaires qui peuvent éventuellement être dans vos structures. Au-delà de 2 mois, 8 semaines. Voilà. Et donc, on voulait continuer en vous donnant. Ah oui, tu avais rajouté les fiches de poste éventuellement. Où là, on a dit que nous, on était en train de travailler justement pour vous créer des modèles et un guide, on va dire, sur
quels éléments retrouver à l'intérieur? Je vois dans la conversation Pardon. le salaire des apprentis, on doit l'annexer sur le SMC et pas sur le SMIC. Donc, ça impacte en effet le salaire des apprentis si c'était le SMIC, parce qu'il va falloir faire une régule. Mais sinon, s'il est déjà annexé sur le SMC, du coup, ça ne l'impacte pas. Je parlais de l'augmentation du SMIC, pardon. Pas de souci. Et donc, les fiches de poste, on est en train de travailler, comme vous le disiez, pour des salariés dans un premier temps. L'idée étant de vous donner un petit peu des billes sur comment faire. Mais c'est aussi quelque chose qui est déclinable sur des fiches de mission pour des bénévoles, éventuellement. On n'a pas encore pris le temps de travailler dessus, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça se regarde et ça se travaille. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, peut-être, Océane, là-dessus? Je voulais dire que souvent, quand certains d'entre vous me posent des questions ou ont des conflits ou des contentieux, une bonne base, je pense, de travail et de bonnes relations avec les salariés et entre bénévoles et entre salariés et entre salariés et entre bénévoles et entre tous, c'est de savoir qui fait quoi, comment. Et donc, la fiche de poste, et c'est un bon outil pour pour connaître, je suis désolée, ça doit bigner dans tous les sens, mais je ne sais pas du tout comment enlever. C'est un outil indispensable pour votre recrutement. C'est un outil indispensable, à mon sens, pour savoir aussi quelle forme de contrat je vais proposer, quelle forme de gestion du temps, etc. Et pour le salarié, ça le sécurise. Et pour vous, en tant qu'employeur, ça vous sécurise évidemment. C'est donc un support pour le recrutement. C'est un support après pour les évaluations, que vous fassiez des évaluations tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, mais vous allez pouvoir vous y référer et vous appuyer dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si je veux aller un peu trop loin peut-être, on peut imaginer également des fiches de mission pour les bénévoles. On pourrait imaginer que ce soit notifié quelque part que un tel, celui qui est à tel poste ou avec tel mandat de responsabilité, s'occupe de ça, jusqu'à tel niveau, et que ensuite la partie opérationnelle, elle est gérée de telle manière par tel salarié. Et c'est pas pour ça que c'est figé. Au contraire, c'est voué à évoluer et je vous encourage à les faire vivre. Mais voilà, c'est comme la gestion du temps dont on parlait tout à l'heure. C'est un petit peu chronophage au début, mais après, à mon sens, ça fait gagner du temps et, euh, et de la fluidité, quoi. C'est tout. Et on continue, on va avancer assez rapidement, je pense, sur les cas concrets. Tu avais 2 ou 3 cas concrets que tu voulais évoquer. Et après, on vous présentera rapidement les ressources, puisqu'il y a quelques questions, je vois, qui restent à traiter en fin de webinaire. Ça, c'est parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Du coup, si ça enfin, ça peut être très rapide ou pas. C'est sur le temps de travail et le temps de trajet. Quand est-ce que le temps de trajet est du temps de travail? Moi, je trouve que ce tableau, je le trouve assez parlant. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a différentes sortes de déplacements par colonne entre le domicile et le lieu de travail habituel. En gros, c'est jamais du temps de travail, c'est jamais payé. Du coup, il n'y a pas de contrepartie. Deuxième colonne, entre le domicile du salarié et son lieu de mission, parce que dans son contrat, il doit travailler au comité, mais mardi prochain, il doit aller à la préfecture. À ce moment-là, son temps c'est pas du temps de travail effectif et ce sera pas payé, sauf si ça prend une durée beaucoup plus longue que d'habitude qui empiète sur son temps de travail. Et donc, il aura une contrepartie en repos. Et ensuite, le dernier cas de ce tableau, donc c'est entre 2 lieux de travail, parce que de 9 à 10, il est sur un de ses lieux de travail, et puis ensuite, à 11 heures, il est attendu ailleurs dans une salle.
À ce moment-là, c'est du temps de travail effectif, même s'il conduit, même s'il est dans le bus, même s'il marche, c'est considéré comme du temps de travail. Donc, il est payé en tant que tel, et donc il n'y a pas de contrepartie en repos. Oui, et un point là-dessus, du coup, intéressant pour vous de suivre, de savoir ça dans le cas où il se passerait on ne le souhaite pas, mais un accident ou un problème sur le temps de trajet, de savoir que la personne était en mission ou était sur son temps perso. Ça peut avoir un impact derrière dans la gestion des problématiques. En effet. Cas concret, cas concret, là c'était sur une des questions qui nous avait été posée par rapport à comment financer et pérenniser. On aura le temps de revenir dessus sur les 2 webinaires dédiés, donc je vais aller assez vite. On avait pris le cas concret d'un club de 220 licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes qui avait réussi à pérenniser un apprenti en CDI à temps plein à 100%. Donc la problématique de ne pas trouver suffisamment d'argent pour pouvoir anticiper sereinement un poste en CDI. Et donc, il a mis en place un plan de pérennisation avec des gros guillemets, donc c'est-à-dire 4 actions. Il n'y en a que 3 qui ont été réalisées car ça a suffi, mais il y en avait 4 qui étaient imaginées pour pouvoir justement aller récupérer et anticiper, calculer le coût du poste et derrière l'adapter, comprendre quelle trésorerie il fallait se préserver. C'est pas réellement le sujet aujourd'hui et on a encore d'autres points sur lesquels vous voulez revenir. Donc, je vais profiter pour avancer et vous donner 2 points RH que toi, Océane, tu as pu rencontrer. Avec le premier cas concret qui était la démission d'un salarié. Je t'en prie. Oui, c'est ça. On a vécu ça. Un salarié qui a cru démissionner un peu à l'américaine en envoyant un mail en disant je démissionne, au revoir. Et puis, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, enfin, du moins son employeur. Et à la fin de l'histoire, donc, il a été condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur, parler un petit peu des droits et des devoirs des salariés. Voilà, c'est vrai que ça va dans les deux sens et que, en l'occurrence, quand un salarié démissionne, il doit donner un préavis à son employeur. Et je peux vous dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, donc ça arrive que des salariés soient condamnés à payer des indemnités à leurs employeurs parce qu'ils n'ont pas respecté leur préavis. Je regarde, il y avait une question, pardon, en même temps dans le chat vas-y. sur alors, existe-t-il des abacs sur les taux horaires moyens pratiqués pour les entraîneurs en fonction du niveau d'expérience, niveau de compétition, etc. Donc en gros, si je comprends bien la question, est-ce que la convention collective prévoit, en fonction du niveau de l'entraîneur, du niveau d'expérience et du niveau de compétition, des taux horaires et des taux de classification différents, si c'est bien ça? Oui. Alors oui, mais je ne les connais pas par cœur. C'est le chapitre 12. Enfin, le chapitre 12, c'est pour les entraîneurs pro. Oui, mais de base, il y a les différents groupes de classification de la convention collective qui vous permettent de classer et avoir un taux horaire, un barème qui est fixé chaque année, enfin, qui est mis à jour régulièrement, qui vous donne un salaire minimum et sur lequel, derrière, vous pouvez faire le choix de donner plus ou moins en fonction, enfin, pas moins, non, pardon, plus que ce taux minimum, plus que ce taux minimum en fonction de comment vous percevez la chose, du budget de trésorerie que vous avez et des missions que vous voulez lui accorder. Si c'est ça la question, je comprends. On a une main levée aussi, Gabriel Océane. Pardon, j'ai pas vu, excusez-moi. LB. Je n'ai pas entendu. Mais on Ah, une n'entend main pas. levée? Oui, il y a une main levée, de Laurie. mais on n'entend pas la personne. Bon, et ben alors, tant pis. Eh ben, je poursuis avec la deuxième question qui était dans le chat, qui était, alors, on pourra peut-être revenir dessus à la fin, mais c'était sur, au propos des démissions, combien de temps doit être le préavis en cas de démission? Alors, de base, pour la convention collective du sport, donc les échelons de cadres qui sont 6, 7, 8, c'est 3 mois de préavis. Les échelons de techniciens qui sont 3, 4, 5, c'est 2 mois de préavis. Et d'employés qui sont 1 et 2, c'est 1 mois de préavis. Voilà.
Pareil, si vous avez des questions là-dessus, honnêtement, allez. Alors, ça peut être un Les- peu dur à J'ajoute lire au juste, début, mais vas-y. pendant qu'on parle de préavis, un préavis, c'est du temps de travail. C'est-à-dire que si je démissionne, j'ai un mois de préavis à donner, mais j'ai posé mes congés pour le mois prochain et je démissionne la veille. Ça ne veut pas dire que je vais pas revenir. Je dois à mon employeur un mois de travail. Donc, si parce que mes congés étaient validés avant ou parce que la vie, j'ai pas prévu parce que je suis en mission ou pas en mission, pardon, en congé, en récup ou quoi, ça prolonge, enfin, ça reporte la date de fin du préavis. Par contre, une fois que j'ai démissionné, si mon employeur m'accorde des congés, pendant mon préavis, s'il est d'accord, après avoir l'info et en connaissance de cause de la date de fin de contrat, ça c'est possible. Ça, c'est un cas que je voulais sur lequel je voulais attirer votre attention. Le bénévolat, c'est pas franchement interdit très clairement quand on est salarié, mais il y a des structures qui ont été condamnées parce que ils ont demandé à leurs salariés d'être bénévoles sur des actions à eux. Donc, pourquoi pas? Moi, je vous le déconseille très fortement parce que c'est très facile de faire condamner une structure sur ça, dans le sens où, étant donné que vous avez un ascendant, une hiérarchie sur la personne à qui vous demandez d'être bénévole, ben, c'est plutôt très facile d'avoir une lecture, de se dire, bah, mon patron m'a très clairement demandé de travailler gratuitement. Ce qui est interdit, évidemment, et du travail dissimulé, etc., etc. Ça a été, il y a des cas où l'employeur n'a pas été condamné et où ça a été reconnu tout à fait OK, mais parce que l'action de bénévolat, elle avait vraiment rien à voir avec l'objet de l'association. C'était parce que dans le cadre d'une journée d'action nationale de lutte contre une maladie, il y avait une collecte organisée ou une course ou un truc, voilà, mais qui n'avait rien à voir avec l'objet de l'association à la base. Sinon, si vous, structure associative du basket, vous demandez à l'un de vos salariés d'être là le week-end pour, je sais pas quoi, mais faire quelque chose qui a un rapport avec votre activité de club de basket, bah c'est très clairement très risqué. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Oui. Il y a une question de Thierry qui demande si c'est le salarié qui se propose de lui-même par écrit. Bah, en fait, c'est c'est risqué. Moi, je trouve que c'est risqué parce que si il le propose et il en a vraiment envie et ça lui fait plaisir, et vous aussi, évidemment, que vous allez le faire. Mais si après-demain, il dit vous êtes en conflit pour une raison X ou Y et qu'il dit en plus de ça, il m'a forcé à le faire et il m'a même dit de lui écrire. Bon, après, ça va être parole contre parole et ça peut être à votre avantage, mais c'est vraiment très risqué. Et avec la lecture de l'extérieur, évidemment qu'on se dit, mais à quel moment je peux travailler gratuitement pour mon employeur? Mieux vaut faire une récupération en heures sur la semaine d'après plutôt que de dire ben oui, tu vas assurer l'événement avec les couleurs du comité, et puis évidemment que plein de gens vont te demander des trucs parce que c'est ton lieu de travail, évidemment que tu vas faire tout ce que je te dis ce jour-là parce que je suis quand même ton patron. Enfin, voilà, et évidemment que ça va découler des choses et que c'est très risqué. Évidemment, si vous avez des écrits qui l'attestent, ça va aller dans votre sens pour votre défense éventuelle. Mais voilà, faut mesurer le risque. Donc, Oui, ça peut paraître surtout- contre-intuitif, mais on vous invite à éviter ça, parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème, mais c'est le jour où il se passe quelque chose où vous le risquez et ce serait bête. Ouais. Voilà, c'est pour se protéger, en effet. On avance, et pour réussir à essayer de finir dans les clous, ça va aller assez vite, puisqu'on va vous donner quelques liens qui sont cliquables directement sur le diapo que je vous envoie juste après ça.
Le premier, on vous en a déjà parlé l'année dernière et on continuera à vous en parler parce que pour moi, c'est l'endroit où vous pouvez retrouver toutes les informations qui peuvent vous servir. C'est le centre de ressources des associations sportives. Le site vient d'être mis à jour en plus d'ici la rentrée dernière, donc vers septembre dernier. Ils ont un tout nouveau site avec plusieurs onglets sur lequel vous pourrez retrouver un onglet qui vient d'être créé sur tout ce qui est gestion des ressources humaines et fonctions employeurs, où là, vous avez des vidéos, vous avez des tutos, vous avez des liens vers d'autres sites, vous avez des PDF qui expliquent comment mettre en place une stratégie RH dans le club, et vous avez tous ces points-là que je vous mets là, les éventuels accompagnements sur des sujets pour un DLA, dispositif local d'accompagnement, les enjeux à venir à tendance sociétale. Voilà, vous avez toutes les ressources et vous avez également, par rapport aux différentes questions qu'il y a pu avoir sur les financements que vous aurez à l'avenir, le fameux outil le calcul du coût de l'emploi sur lequel vous rentrez les informations, le taux horaire, le nombre d'heures, le type de contrat, les aides éventuelles que vous voulez inclure dans ce contrat, et vous avez un étalement sur 5 ans qui vous permet de vous projeter et de savoir combien ça va vous coûter. Vous avez le lien là, évidemment, en cliquable, et vous pouvez le retrouver sur Internet en écrivant Centre de ressources des associations sportives. Deuxième point, on met en avant la boîte à outils emploi, dont on vous a parlé un petit peu tout à l'heure. Sur cette boîte à outils emploi, vous avez le lien là. Elle est également disponible sur le site internet fédéral ffbb.com. Vous avez la rubrique S'impliquer, et dans cette rubrique-là, vous avez toute une partie sur l'emploi. Vous pourrez retrouver la boîte à outils directement inclus dans le site. Et là, on travaille au quotidien pour vous apporter des nouveaux contenus à chaque fois au fur et à mesure, que ce soit sur les financements, différentes thématiques que vous voyez là, les webinaires dont celui-ci seront inclus dans la boîte à outils dès le début de semaine prochaine. Donc, si jamais vous voulez le retrouver ou le partager, vous l'avez là. Et c'est un lien qui reste, on va dire, à tout jamais comme ça. Si jamais vous allez dessus, moi j'ai quelque chose entre-temps, vous avez juste à actualiser et ça se mettra à jour automatiquement. Donc, on va travailler, j'ai bien noté sur les différents points que vous nous donnez au fur et à mesure. Je les note au fur et à mesure sur les temps de travail, les fiches de poste, pardon. Vous avez déjà dans l'onglet fiches pratiques plusieurs documents autour de ça et un nouvel onglet gestion RH qu'on a créé en début d'année, vers septembre, en début de saison, pardon. C'est septembre dernier, alors qui est encore à travailler, mais qui vous donne déjà des premières billes. Le Cosmos, donc, qui est l'organisation patronale qui représente les employeurs du sport et qui peut vous accompagner grandement sur plein de sujets. Vous voyez, il y a différentes étapes, il y a des fiches pratiques, il y a des tutos, il y a des guides et surtout, il y a des juristes qui sont disponibles, spécialistes en droit du sport et dont c'est le travail de vous accompagner, de répondre aux questions que vous vous posez, que ce soit des questions au cas par cas ou des questions un peu plus générales. Vous aurez tous les éléments à tester. Et on en profite parce qu'il y avait une question dans le chat tout à l'heure qui demandait si l'adhésion groupée prise en charge par la fédération était renouvelée cette année. On vous le dit, oui, l'adhésion groupée est remise en place cette année. C'est-à-dire que vous allez recevoir une note IFFBB normalement demain, si tout est bon, pour vous expliquer comment faire. Et vous aurez juste à cocher la case offre groupée avec le numéro de la fédération. Et vous aurez un accès gratuit au Cosmos. Un accès qui est limité, donc on vous invite à le faire quand même rapidement. Et puis ça peut vous intéresser et avoir si vous avez des questions qui traînent, vous aurez l'occasion comme ça de pouvoir vous renseigner. Vous avez également sur le site plusieurs documents. Vous retrouverez la convention collective, vous retrouverez des fiches pratiques, des tutos. Donc vous avez des modèles. Plein d'éléments. Très complet. Je vous invite à aller le voir. Et depuis depuis le 6 janvier, il y a également un catalogue de formation qui a été mis en place, qui a été renouvelé. Si jamais vous avez des besoins, si vous souhaitez vous former, vous, en tant que dirigeant, sur des sujets plus précis par rapport au temps de travail, par rapport... il y a plein de sujets. Il y a même l'utilisation de l'IA dans votre gestion. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets-là, voilà, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une formation qui existe et vous pouvez vous renseigner avec le catalogue de formation. Enfin, je vous ai mis plusieurs liens à la suite et vous montrer que vous n'êtes pas forcément seul. Je sais que ça peut faire peur d'aller vers de l'emploi ou imaginer devenir employeur quand on ne l'est pas encore. Quand on rencontre des premières problématiques, se dire ça y est, comment je fais? Vous avez plusieurs interlocuteurs, je vous le disais, la FFBB, vous avez la boîte à outils à nouveau ici. Vous avez l'adresse
emploi@ffbb.com. Si jamais vous avez des questions spécifiques, que ce soit des questions qu'on n'a pas pu aborder ce soir ou des questions derrière au cas par cas que vous pourrez rencontrer dans les clubs, avec Océane, on peut vous accompagner là-dessus et vous apporter des billes si jamais vous êtes perdu. De la même manière, vous avez les ligues et les comités qui sont de très bons relais là-dessus et qui connaissent les contacts locaux, qui connaissent la situation de vos clubs mieux que nous, ça c'est sûr. Et donc, ils peuvent vous donner des vraies ressources concrètes, vous envoyer vers les personnes dédiées, notamment sur tout ce qui va être association locale pour l'externalisation de la paye, on en parlait tout à l'heure, mais aussi sur d'autres sujets qui seraient bien pris en charge par chez vous. Et puis, on vous parlait du Cosmos, pour l'appui de juristes du sport qualifiés, de l'AFDAS, pour toutes les questions liées à l'apprentissage, contrat de professionnalisation et autres dispositifs pris en charge par l'AFDAS. Donc, je vous invite à aller voir pour toutes ces formations en alternance sur le site de l'AFDAS. Vous avez un conseiller pour chez vous, pour votre région, pour votre département. Et enfin, on voulait mettre rapidement en avant le dispositif local d'accompagnement, qui est un outil pris en charge financièrement, pour pouvoir vous accompagner sur quelques jours et vous faire accompagner par un expert sur un sujet précis dont les sujets RH peuvent faire partie. On peut faire appel à un dispositif local d'accompagnement pour être soutenu et accompagné, par exemple, sur de la mise en place d'une annualisation ou de la modulation de temps de travail. Voilà. Moi, on en a fini quasiment pour tout ce qui est présentation. On va se laisser un temps de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent. On avait plusieurs sujets qui revenaient, donc le temps de travail qui était la majorité. Je pense qu'on a abordé certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question sur les congés exceptionnels. Là, j'ai un salarié à temps plein qui va être papa. Jusque-là, c'est les bonnes nouvelles. Bon, en plus, comme il est doué, ça va être des jumelles. Il se posait la question, bon, je lui ai répondu, mais je voulais quand même m'assurer de ma réponse. Il se posait la question concernant les 3 jours de paternité liés à la convention collective. Donc, je lui ai dit qu'il voulait les repousser. Je lui ai dit non, tu peux les prendre qu'à partir soit du jour de la naissance, soit du premier jour ouvrable suivant, me semble-t-il. Mais je voulais votre avis de spécialiste. Et les 4 jours complémentaires, il doit aussi forcément les prendre dans la foulée. C'est ça, il n'y a pas moyen de les décaler parce que lui, il me dit, pendant qu'elle est à l'hôpital, ça ne me sert à rien. Et puis en plus, je vais peut-être avoir des matchs, c'est un coach professionnel, je vais peut-être avoir des matchs à coacher. Donc j'aimerais autant décaler et attendre qu'elle sorte, sinon parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais il me semble qu'on ne peut pas. Mais je voulais votre avis. Est-ce qu'il y a là-dedans, est-ce qu'il y a là-dessus, il y a eu des jurisprudences sur des trucs qui ont été décalés ou pas? Pas de jurisprudence, pour moi c'est clair, la période de 4 jours, elle doit débuter immédiatement après celle de 3 jours. Donc, Ok. Mais celle de 3 jours, elle doit démarrer quand, justement? Est-ce que c'est bien soit le jour de la naissance, soit Oui, le c'est premier ça, jour la ouvrable naissance. suivant? Oui, parce que en plus, oui, c'est le jour de la naissance ou le lendemain. D'accord. Ok. Les jours ouvrables qui Pour le suivent. premier jour ouvrable suivant, jour ouvrable, ok. Oui. Ouais. Oui, mais non, comme nous, c'est forcément en fonction du planning. Si Oui. on considère le dimanche comme ouvrable, ça peut être un dimanche. Ok, bon, ok. Je voulais m'assurer de ça, donc parce qu'il insiste un peu, mais je lui ai dit non, no way, pas de sujet. Ok, merci. Par contre, jour ouvrable, c'est pas selon votre planning, hein. Jour ouvrable, c'est une définition de la loi. Ouais, mais c'est une définition de la loi, sauf si dans le cadre de la convention collective du sport, on a défini que sa période de travail, c'était, je dis n'importe, du mardi au dimanche. Forcément, le dimanche devient un jour ouvrable. C'est pas une Je disposition. dirais que non. Je veux bien vérifier, mais jour Ouais. ouvrable, surtout que c'est la Sécu qui décide, donc la Sécu, c'est quand même assez rigide avec tout le respect que je leur dois. Et je pense que pour eux, je pense qu'ils vont pas comprendre que le dimanche c'est un jour ouvrable. Mais peut-être que je me trompe, je vais me le noter. Intéressant. Ouais, ça m'intéresse par la réponse. Pour moi, c'est un jour ouvrable dans la mesure où le planning, si le planning est fait comme ça, si c'est pas le cas, effectivement, mais c'est pas une disposition d'ordre public, donc je pense qu'on peut la modifier. Mais bon, vous me dites. Oui, mais c'est sur la définition de jour. Je pense qu'ils n'auraient pas écrit jour ouvrable si. Ok. Bah, écoutez, vous me direz ça. Merci. Regarde. De l'information que j'avais, en tout cas, les dimanches n'étaient pas comptés et les jours fériés non plus. C'était pas comme des jours ouvrables. Mais à vérifier, en effet. On avait une main levée. Oui, bonjour.
Du coup, c'est moi qui ai mis la question sur la démission tout à l'heure, et du coup, de ce que vous avez répondu, mon salarié aurait 1 mois de préavis. Mais très concrètement, il m'a appelé aujourd'hui pour dire qu'il voulait arrêter tout de suite. Genre son prochain créneau c'est demain et je pense qu'il viendra pas. Du coup, quels sont mes... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que, enfin, j'ai pas envie de l'obliger non plus, mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que... Franchement, c'est un peu délicat parce que dans ces cas-là, si vous l'obligez et qu'il va mal faire ou pas faire, Ouais, je ne sais pas si c'est la bonne solution. moi non plus. En tout cas, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de lui communiquer, de lui rappeler que c'est une obligation, en fait, que ça s'impose à lui, que la règle, c'est ça, qu'il doit être respecté 1 mois de préavis et que il y est obligé de par son contrat et de par notre convention, etc. Après, dans les faits, ce que vous pouvez faire une fois que vous constatez qu'il n'est pas venu, que vous l'avez relancé, que vous avez essayé de le joindre, que vous lui avez bien rappelé, parce qu'après, en cas de contentieux, il pourrait dire: ah, mais je savais pas qu'il y avait un préavis, je savais pas qu'il y avait 1 mois, je savais pas que c'était important, etc., etc. Si vous pouvez justifier de ça, vous serez en droit de l'attaquer au prud'homme pour récupérer ce dommage d'intérêt qui équivaut à 1 mois de salaire. Alors après, ça vous appartient de savoir si ça vaut le coup, si vous avez envie de le faire, Ouais, si... ouais, parce qu'il est à Voilà. 36 heures par mois, donc c'est pas non plus... Voilà, hein, c'est un petit contrat. Mais du coup, Voilà. si on se met d'accord et que je peux clôturer du jour au lendemain son contrat. Ah oui, alors si vous voulez faire ça, vous lui demandez de démissionner en bonne et due forme avec un petit écrit Un courrier, dans ouais. lequel il vous informe. Ouais, mais franchement, c'est un mail, c'est pas grave. Il Oui. faut que ce soit un écrit signé, quoi, et qui vienne de son adresse bien à lui pour que vous puissiez dire que, Mhm. que vous savez tracer la provenance. Et donc, il fait son courrier, sa lettre de démission en disant je vous informe que je souhaite démissionner de mon poste occupé depuis le temps. Et je sollicite une réduction de mon préavis de 2 semaines ou 3 semaines, machin, pour D'accord. finir tel jour. Et vous allez lui répondre, toujours par écrit, en lui disant bien reçu, je donne mon accord ou je ne donne pas mon accord à cette demande de réduction de préavis. C'est D'accord. important aussi que ça devienne de lui, parce que si c'est vous qui réduisez son préavis, ben vous devrez lui payer jusqu'à la fin de son contrat. Donc, Ok. c'est Ok. important. Si c'est lui qui demande à ce que le préavis soit réduit et que vous acceptez, ben à ce moment-là, si tout le monde est d'accord, tu finis après-demain Et on se quitte bons et amis. par contre, on se quitte comme vous voulez. Ouais. Par contre, Non, non, il faut ouais, que je suis vous d'accord. aussi vous soyez capable de lui donner le dernier jour de son contrat, ses documents, son solde de sous compte, Ok. son certificat de travail, nanana. Donc ça, selon votre organisation, c'est peut-être pas dit que vous allez réussir à le faire après-demain. Peut-être que vous Ok. pouvez dealer avec lui que la fin du contrat, qu'il va travailler ce jour-là et que il sortira de vos effectifs je dis n'importe quoi, le 28, parce que Ouais. ce jour-là, vous serez en mesure de lui donner tous ses docs. Ok. Super. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de conclure? Je vous ai d'ores et déjà mis le lien pour vous inscrire au prochain webinaire dans le fil de discussion. Il y aura une note qui va apparaître demain ou après-demain pour vous inscrire, une note officielle qui sera envoyée à tout le monde, à tous les inscrits. Et donc, on abordera en détail ces différents outils d'aide aux employeurs qu'on vous a présentés, ainsi que d'autres qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'évoquer là, pour vous montrer comment ça peut fonctionner et en partant de cas concrets que vous vivez, pouvoir avancer là-dessus et simuler différentes situations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas, je vous remets, vous avez l'adresse emploi@ffbb.com qui est dans le chat. Vous pouvez nous contacter à tout moment si jamais il y a des choses qui arrivent après. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier là-dessus, tout le monde, Christian, Nathalie, Océane, pour
pour tes réponses de Merci à vous. spécialiste. Et puis, Merci à puis tout le pour monde. votre Merci à tout le monde. participation, vos différentes questions et interventions. Merci à tous beaucoup. et à bientôt. Bonne soirée tout le Merci. monde. Merci. Merci à Bonne tous. soirée. Merci Au beaucoup, revoir. au revoir.